Bonjour à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver. L'émission n'aura pas été à son thème dimanche dernier pour des raisons que vous savez déjà. C'est pour cela que nous nous sommes fait le devoir de vous ramener aujourd'hui Saka Fikara, plusieurs fois député. Il est actuellement membre actif de l'opposition. Avec lui, nous parlerons de la situation politique actuelle du Bénin, le dernier message du chef de l'État, la 8e législature installée le 16 mai dernier. L'opposition aujourd'hui encore, c'est généraux rétrogradés cette semaine. Honorable Saka Fikara, bonjour, bienvenue. Bonjour, Virgile. Entre deux dimanches, vous êtes tout de même resté très actif dans les médias, conférences de presse, interviews par-ci, preuve que vous avez tellement de choses à dire par ce temps. Je sais par expérience que lorsque une dictature s'abat sur un pays et que les hommes, les citoyens sont désemparés, il faut qu'il y ait des gens pour leur passer le message d'espoir. Pour vous, le diagnostic est tout clair, il s'agit désormais d'une dictature au Bénin. Écoutez, nous ne sommes pas de la même génération. Évidemment. Je vous parlerai beaucoup de choses passées. La dictature, c'est des signes. C'est des signes. C'est des choses qui se passent dans notre pays. C'est très souvent un groupe d'hommes qui contrôle tout. Tout. De l'économie aux structures politiques. Aujourd'hui, il y a un parti politique dans le pays qui s'est divisé en deux tendances. Mais ce qui est plus caractéristique d'une dictature, c'est que vous ne pouvez pas parler. On emprisonne les gens pour ce qu'ils disent, pour ce qu'ils écrivent. On utilise de la violence sur la population pour faire peur. Et puis, c'est ça qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Nous avons un système politique contrôlé par un groupe d'hommes. Il n'y a pas une seule structure politique qui constitue aujourd'hui un contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif contrôle toutes les institutions. Contre-pouvoir. Oui. Oui, mais vous avez dit qu'on ne peut pas parler sous la dictature. Sans doute, les gens vous diront que vous êtes en train de parler. Ça me rappelle les années du PRPB. C'était la même chose. Nous avons pris le risque de parler. Nous avons pris le risque d'écrire en ce moment-là. Et lorsque vous faites ce que vous et moi sommes en train de faire dans ce studio, nous savons que nous sommes étiquetés. Et que, sauf si nous sommes un peu, irresponsables, nous-mêmes, nous ne nous attendrions pas à ce que le pouvoir un jour vienne nous saisir et nous foutre en prison. Donc c'est un risque. Ce risque-là, sous toutes les dictatures, depuis l'URSS, en passant par les pays de l'Est, les pays jusqu'en Afrique, jusqu'à toutes les dictatures, il y a toujours des gens qui prennent ces risques. C'est ce risque-là que nous prenons aujourd'hui.
Donc, c'est pas simple. Allons au message, hein, le dernier message du chef de l'État. Il était très attendu. On vous a déjà entendu vous prononcer là-dessus. Pour vous, ce n'est pas pour grand-chose. Pourquoi? Je souhaite que ceux qui nous écoutent se posent une question. Pourquoi il n'a pas fait ce discours? Pourquoi il n'a pas fait cette main tendue avant l'installation de la 8e législature? Pourquoi? Pourquoi? Répondez. Eh oui, parce que il se dit, je les ai vaincus, je ne leur donnerai aucune possibilité de venir me dire quoi que ce soit. Quand j'aurai installé tout, il a installé tout, il a composé son bureau que l'Assemblée a validé. Il s'est donné le temps de tout avoir. De tout avoir. Et maintenant, il dit, bon, je parlerai avec eux. Mais dans son discours, c'est ça que vous me dites de diagnostiquer. Dans son discours, il n'a pas fait cas de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire? Ce qui s'est passé principalement, c'est deux choses. C'est que le peuple béninois a rejeté sa politique. Le peuple béninois a dit, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Et là, vous parlez du scrutin du 28 avril. Oui, puisque c'est ça qui était à l'origine de ce discours dont vous parlez. Alors, ce discours devrait s'adresser d'abord en priorité à ceux qui ont rejeté sa politique et qui ne sont pas sortis. Près de 90%, selon nous, et eux-mêmes, ils disent que 70% environ. 80%. Officiellement. Bon. Officiellement. Mais nous, ce n'est pas ça. Donc, alors, c'est à eux qui devraient donner, qui devraient parler. C'est à eux que son discours devrait s'adresser. Et puis, vous avez vu, nous l'avons dit dans notre déclaration de l'opposition. Et vous, les journalistes, vous avez eu la pertinence de nous le montrer sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul canal par lequel on communique aujourd'hui. Vous avez comparé le discours du président français Macron au discours du président du Bénin. Dans le discours de Macron, il a eu la sagesse de présenter les condoléances à notre compatriote Fiacre Bédi. Le président du Bénin n'a même pas prononcé son nom. Le président du Bénin n'a même pas prononcé son nom. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Dans son discours, qui est, je considère, comme un discours du vainqueur par rapport au vaincu, il dit qu'il veut nous tendre la main. Alors que nous ne reconnaissons pas cette assemblée. Il faut que ce soit clair. Nous ne reconnaissons pas cette assemblée et nous considérons que le régime actuel, le régime de Patrice Talon, est un régime qui est basé sur le mensonge. Allons-y pas à pas, honorable. Vous ne voyez pas, vous ne saisissez pas, dites-vous, la main tendue. Vous faites quelle option alors?
Mais nous ne saisissons pas, ce n'est pas nous qui allons saisir la main tendue. Mais lui, il a déjà tendu la main. Non, il ne s'est pas adressé aux bonnes personnes. C'est-à-dire, nous sommes combien, la classe politique de l'opposition, nous sommes un petit nombre. Ce n'est pas nous qui avons rejeté sa politique. C'est le peuple qui a refusé sa politique. Il devait faire quoi? Convoquer une nouvelle conférence nationale? S'il ne veut pas appeler ça comme ça, il appellera ça par un autre nom. Mais il faut absolument que toutes les franges de notre pays se réunissent dans une sorte de réunion et pour discuter des problèmes à bâton rompu. Ce n'est pas la classe politique seule. S'il ne veut pas faire ça, nous ne prendrons pas la responsabilité de le faire parce que nous le connaissons. Monsieur Avancet, nous connaissons le président Patrice Talon. Nous le connaissons très bien et nous savons qu'il est toujours dans toutes les relations que cet homme a, il est toujours dans, comment dirais-je, dans une position de rapport de force. Dès que vous êtes devant lui, il se pose la question, est-ce qu'il est plus fort que moi? Et donc il est toujours dans une position de rapport de force. Il calcule toujours. Calcule toujours. Pas une position de discuter, de chercher la vérité. Donc alors, dès que vous êtes devant lui, son problème c'est qu'il a déjà raison. Comment ferait-il pour vous écraser? Ça a toujours été ça. Et nous nous sommes dit, non, ce n'est pas la peine. Nous ne sommes pas dans cette posture avec lui. Et puis, nous le connaissons. Nous le connaissons. Pas nous seuls. Pas nous seuls, monsieur Avancet. Lorsque ce problème est né, du fait du rejet de tous les partis de l'opposition, tout le monde est intervenu. Le monde entier. Des États-Unis jusqu'à la France, jusqu'au Nigeria, jusqu'aux structures régionales, sous-régionales. Oui, les différentes missions que le Bénin a accueillies, que le chef de l'État a accueillies. Mais est-ce que, avant de parler de la forme que prendrait ce dialogue, il ne faut pas accepter déjà le principe de dialogue? Lorsque vous avez parlé avec tous ces gens, le secrétaire général de l'ONU a envoyé son représentant ici, une mission ici. On leur a dit non, ça va se faire. Nous allons nous arranger pour intégrer les partis de l'opposition. Ils sont partis, ils nous ont rendu compte, ils ont rendu compte au secrétaire général de l'ONU. Ils sont partis, il ne l'a pas fait. Buhari, le président du Nigeria, en tant que président de la CEDEAO, il a envoyé une mission CEDEAO. Même chose, il lui a donné tous les gages. Son propre envoyé spécial est venu, il dit, je ferai. Donc alors, si nous allons là-bas, s'il n'a pas écouté ces gens, comment nous pensons que c'est nous qu'il va écouter? Donc vous ne croyez pas en la sincérité de cette main tendue? Non, on ne pense pas à ça. Je crois qu'il veut tout juste avoir notre caution pour justifier le tollé, le rejet de sa politique sur le plan international. Il veut dire non, je me suis déjà arrangé avec eux. Il suffit qu'un homme politique ou pas aille pour dire c'est le dialogue, il va se saisir de ça partout. Non, j'ai déjà arrangé. Mais il y a au moins déjà une frange de l'opposition qui a accepté la main tendue, la FCDB. Non. Si vous ne le saviez pas. Non, vous pensez que la FCD, bien comment il s'appelle, ils sont de l'opposition. Vous le pensez?
Sincèrement, Mais dites-nous. non, ils ne sont pas de l'opposition. En fait, c'est ces choses-là qui ont révélé la vraie nature de ce régime. C'est-à-dire, on fabrique des partis pour se justifier. Le parti dont vous parlez n'est pas de l'opposition. Tous les partis qui sont de l'opposition, nous connaissons leur position. Nous connaissons leur position et nous voyons. Mais les partis de l'opposition, est-ce qu'ils devraient passer par un bureau, se faire enregistrer avant de se faire appeler ainsi, ou qu'est-ce qui vous fait dénier donc cette qualité, ce statut à ce parti? Parce que nous connaissons les gens de ce parti qui sont très proches du régime. Oui, mais demain, des progressistes comme des républicains peuvent se lever et dire que désormais, nous sommes de l'opposition, nous réclamons, on frange de l'opposition, non? Rien n'interdit. J'espère que vous vous moquez d'eux. Non, comment? Pourquoi? Oui, puisque nous avons entendu ça à l'Assemblée. On a dit, bon, on va choisir des gens parmi nous là pour faire l'opposition. Vous savez, j'ai l'impression que les gens se jouent de notre pays. Vous savez, j'ai fait un petit bout de temps de ma vie à l'Assemblée. Cette Assemblée-là est de fait, même si nous ne faisons rien, rejetée de tous les ensembles, de toutes les associations, de toutes les assemblées sur le plan mondial, régional, parce que Ils n'ont pas encore envoyé des membres dans ces assemblées. non, on rejetterait. Attendons de voir. Non. Je prends un exemple. L'Assemblée de l'UA, de l'Union africaine. On exige 3 critères. Il faut que la délégation que chaque pays envoie, il y ait les membres qui sont proches du pouvoir, les membres de l'opposition, et parmi ces deux-là, il faut absolument qu'il y ait des femmes. On a 7 femmes à l'Assemblée actuellement. Mais on n'a pas les membres de l'opposition. Ils ne sont pas cons, ils connaissent. C'est pourquoi nous faisons le travail. Nous faisons le travail, non seulement au niveau de ces assemblées, pour le leur dire. Et puis, l'UA est au courant de ce que il n'y a pas les élections que nous avons faites ici, il n'y a pas les partis de l'opposition. Ils ne peuvent pas dire, nous fabriquons... On va parler de la 8e législature, mais revenons à la main tendue. Si vous ne saisissez pas une main tendue, une proposition de paix, si vous ne contribuez pas à envenimer la crise. Nous avons fait l'analyse de cette main tendue. Nous avons dit qu'il y a des préalables. Si le chef de l'État ne veut pas respecter ces préalables, nous ne pouvons pas... Quels sont ces préalables aujourd'hui? Premier, il faut reprendre les élections législatives. Ces élections du 28 avril-là ne doivent plus être considérées comme des élections législatives. Il faut reprendre le processus. 2, il faut absolument que tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les étudiants qui sont en prison, tous les prisonniers politiques soient relaxés. Il faut que tous les exilés politiques reviennent au bercail, reviennent au pays pour contribuer au développement économique du pays et à la consolidation de notre système démocratique, de notre consensus. Notre pays est basé sur un consensus. Quand ça débouche sur l'emprisonnement politique et l'exil politique des fils de ce pays, ça veut dire que
notre philosophie, notre conférence nationale, son esprit est complètement dévoyé. Voilà. Ça fait trois éléments, et trois exigences avant. Donc, remettez votre cas, s'il vous plaît. Trois exigences avant le dialogue, avant d'accepter le dialogue. Mais est-ce que reprendre les élections, ça ne va pas être un point d'achoppement déjà qui compliquerait carrément ce dialogue? Non, c'est nos conditions. Ça ne ferait rien. Il dit aujourd'hui, s'il veut vraiment faire la paix dans le pays, s'il veut la paix dans le pays, on reprend les élections. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas se permettre qu'un président de la République choisisse lui-même tous les membres d'une assemblée, qui est la principale institution de contre-pouvoir. D'accord, mais ça peut se discuter aussi au début du dialogue. Ça peut faire partie des sujets au lieu de figurer parmi les préalables. Puisque nous savons avec qui nous voulons discuter. L'UIA sait aujourd'hui, puisque nous téléphonons, ils savent, ils ne comprennent pas qu'un président puisse faire ça. Ils ont discuté avec lui. Ne parlons même pas des gens de la CEDEAO. Ne parlons pas des gens de la francophonie. Ils ont la tête grosse en disant, mais il nous a tout promis. Il a dit qu'il ferait ça. Et puis, il n'a rien fait. Et il fonce. À partir de cet instant-là, nous allons nous asseoir. Et puis, nous disons, non, s'il veut vraiment qu'il y ait la paix dans ce pays, parce qu'il n'y a pas la paix dans ce pays aujourd'hui. S'il veut qu'il y ait la paix dans ce pays, il n'a qu'à poser des pas, il n'a qu'à poser des actes, des garanties. Il n'a qu'à poser, il n'a qu'à respecter un certain nombre de choses, un nombre de critères qui consolident l'unité nationale, qui consolide l'unité nationale, un nombre de pas qui prouvent que nous pouvons le croire. Parce que jusqu'ici, nous pensons que il n'y a pas la sincérité dans tout ce qu'il dit, il n'y a pas la vérité dans tout ce qu'il dit, et que nous ne pouvons pas aller à sa table. Mais le constat est simple et on a l'impression que l'opposition n'a pas le courage de ce qu'elle exige. Aujourd'hui, on a vu l'installation de la 8e législature Porte-Nouveau militarisée et c'était assez suffisant pour que les opposants restent tranquilles et que la 8e législature s'installe. Je ne vous comprends pas. On a l'impression que vous n'avez pas les moyens de ce que vous exigez. Vous allez juste exiger, mais talons très fort fonce quand même et continue sa route. Vous verrez bientôt, très bientôt, si nous avons accepté ça ou pas. Vous voyez, et j'ai dit dans une interview que je ne pensais pas qu'un président béninois irait jusque-là, avec une telle violence, qu'il a assumé. Je ne pensais pas que le président du Bénin, après notre histoire qui a commencé à partir de 1990, reviendrait encore sur le multipartisme et créerait dans notre pays un parti unique. Nous ne pensions pas qu'il irait jusque-là. Nous pensions que c'était les oppositions que nous avons faites, que nous avons eues sous Soglo, sous Kérékou, sous Yahi. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés qu'un fils de ce pays,
qui connaît l'histoire de ce pays, qui est devenu président, puisse faire tout ça là après 1990. Nous nous sommes dit, il faut qu'on change nos moyens d'opposition. Et nous sommes en train Vous devez faire peur à certains. Vous voulez dire qu'il faut s'adapter à ce que vous avez en face. Oui, bien sûr. Mais comment alors? Bon, je ne dirais pas ça ici. Je ne dirais pas ça ici. Il faut qu'on s'adapte à ça. Et vous aussi, ce que vous pouvez savoir, vous le savez. C'est-à-dire? L'activisme que nous développons sur le plan international. Oui, justement, on a l'impression que vous appelez plus au secours et le peuple ou l'international. Non, on n'est pas des irresponsables jusqu'à ce point. Nous nous préparons pour nous opposer à ce régime. Au titre des moyens pour faire face, on a vu aussi une opposition décousue, on va dire. Après le message du chef de l'État, c'était d'abord Eric Ndete qui est sorti, qui s'est prononcé, ça n'a pas suffi. C'est la FCBE qui sort également, qui donne sa position. Après, c'est les communistes. Sans vous oublier également, vous sortir aussitôt après ce message. Et pas toujours les mêmes appréciations, carrément opposées, on va dire, des appréciations carrément opposées. Non, vous savez que l'opposition aujourd'hui au Bénin, c'est plusieurs branches. Il y a l'FCBE, il y a l'USL, il y a le Parti communiste, et il y a d'autres. Eric Ndete, il est aujourd'hui FCBE, il a parlé au nom de qui alors? Non, Eric Ndete a parlé au nom de toute l'opposition. De toute l'opposition. D'accord? Vous pouvez considérer que la déclaration qui est faite au siège de la résistance à Vidolé, c'est la déclaration de toute l'opposition. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres déclarations de personnes comme moi. Il y a la déclaration spécifique de FCBE. Donc alors, ça ne veut pas dire que lorsque nous avons fait la déclaration de toute l'opposition, la déclaration lue par le député Eric Ndete, que c'est fini, nous allons nous asseoir. Non. Parce que c'est en parlant, en dénonçant tous les jours ce régime qui fait peur à nos populations, qui fait peur à nos citoyens, que la peur va commencer à les quitter. Ce n'est pas seulement, nous avons lu une déclaration de l'opposition, rejet total. De quoi là? Il faut argumenter ça, chacun, en ce qui le concerne, c'est ça que nous avons fait. La déclaration, considérée aujourd'hui que la déclaration de Ndete au siège de la résistance à Vidolé est la déclaration principale de toute l'opposition. Et pour aider les Béninois, le Bénin a sorti de là. Il a déjà une médiation qui se propose, l'Église catholique, qui a réitéré, n'est-ce pas, sa médiation, son offre. Oui. J'ai lu. Je crois que l'Église catholique a fait beaucoup pour ce pays, ne serait-ce que un des leurs qui a dirigé la conférence de 1990, Monseigneur Isidore de Souza. Et après ça, ils ont toujours donné leur point de vue sur la gestion de ce pays. Je crois que lorsqu'ils ont sorti l'avant-dernier
message où il parlait de paix, de paix, de paix, beaucoup d'entre nous ont critiqué ça en disant oui, mais vous avez attendu que le président Talon ait commis son forfait et vous voulez nous dire il faut la paix. Cette paix à laquelle vous nous appelez, c'est comme un appel à la reddition de la vérité. Il faut chercher la vérité. Il faut chercher la justice. Aucune paix ne saurait être solide si il n'y a pas la vérité. Si vous cherchez la vérité de ce qui fait le différent aujourd'hui entre les enfants de ce pays, il faut chercher la vérité, il faut chercher pourquoi telle chose, telle chose, telle chose. Je crois que après ça, ils ont sorti le dernier communiqué de vendredi ou de jeudi dernier pour offrir leur médiation. Bon, je crois que j'ai lu le texte, je crois que c'est différent de l'appel à la paix qu'ils avaient fait. Est-ce que pour vous, le clergé catholique est à même d'être ce médiateur entre les deux parties, entre vous deux? Oui, bien sûr. Bien sûr, comme il a fait. Mais il faut que les préalables dont nous avons parlé maintenant, il faut qu'ils en discutent. Nous avons déjà dit que la main tendue que le chef de l'État nous a faite, les conditions des discussions avec le pouvoir, nous avons dit. Reprise des élections, sortir les prisonniers politiques, faire revenir au Bécaye les exilés politiques et puis d'autres choses encore. Oui, mais pourquoi vous appelez ça préalable alors qu'il faut s'asseoir pour parler de ça? Non. Puisque c'est ces choses-là, essentiellement, qui sont à la base de la discorde qu'il y a dans le pays, de la division de notre pays. Oui, mais si ça c'est réglé en préalable, qu'est-ce que vous irez dire au dialogue? Non. Si c'est réglé, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Donc, selon nous, donc aujourd'hui, les sujets à débattre au cours de ce dialogue. Non. Je dis, écoutez bien, j'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Allez-y. Ce qui est à l'origine de tout le problème et que personne n'a contesté, c'est cette élection exclusive qui exclut les gens de l'opposition. C'est ça. Le président Patrice Talon lui-même l'a reconnu. Oui, mais il faut aller vous asseoir en face, donc les vis-à-vis pour pouvoir exiger ça, non? Non, le clergé n'a qu'à aller discuter avec lui. Mais pourquoi est-ce le clergé qui a le problème? Le clergé n'est que le... Mais si vous vous engagez... En fait, est-ce que vous acceptez le principe du dialogue, oui ou non? Nous n'avons pas encore discuté. Personnellement, votre point de vue? Mon point de vue, on ne refuse pas de discuter si les préalables sont réglés. Mais si les préalables ne sont pas réglés, on n'irait pas là parce que... Mais vous ne pouvez pas tabler sur la mauvaise foi de votre vis-à-vis si vous n'allez pas discuter avec lui. Ah bon. Mais nous avons l'expérience de cet homme, de ce régime. Regardez par exemple, comment vous voulez que nous croyions à ce régime? Vous avez suivi le ministre de la Justice, il s'est pointé sur les télévisions, sur les radios pour dire le président Yahi Boni n'est pas en prison. Le président Yahi Boni
peut sortir de chez lui comme il veut. Le président Yahi Boni peut recevoir qui il veut. D'accord? Alors que sa famille, le ministre de Souza Marcel, le beau-frère du président Yahi, il a voulu aller voir sa sœur. C'est sa famille. On l'a renvoyé. Après la déclaration du ministre de la Justice. Bon, à partir de cet instant-là, dès que le ministre a dit ça, nous nous sommes dit, bon, prenons-le au mot. Prenons-le au mot. Nous nous sommes dit, nous irons alors rendre visite au président Yahi Boni. C'était le mercredi ou le jeudi. Nous nous sommes écrits sur... Ils ont appris ça. Nous avons dit à 10 heures, nous irons là-bas. Mais à 6 heures déjà, il y avait des chars de guerre partout. Encore. Mais comment vous voulez que, lorsque le régime dit une chose et fait le contraire, c'est ce que nous appelons le déni de la réalité, le déni de fait. Le fait, ce bic-là est devant vous, et vous dites que ce n'est pas là. Le déni de la réalité. À partir de cet instant-là, nous ne pouvons plus croire en eux. Il va nous prendre pour jouer au conciliateur sur le plan international. Si il doit avoir une médiation, ceux qui n'ont pas l'expérience de ces choses-là, si l'épiscopat catholique n'a qu'à aller pour dire, voilà les exigences de l'opposition, qu'est-ce que vous dites? De toutes les façons, nous ne pourrons pas dire nous rejetons. Nous ne nous sommes pas encore vus pour discuter de ces choses-là depuis le communiqué de l'épiscopat catholique. Depuis le premier communiqué. Mais moi, je vous donne votre point de vue. Mon point de vue, c'est que si l'épiscopat veut jouer comme par le passé son rôle pour désamorcer la crise, alors il n'a qu'à jouer au ping-pong. Est-ce juste là, il a déjà fait la démarche de venir vers vous, par exemple? L'épiscopat? Oui. Que je sache, non. Non. Oui. Voilà. Eh bien, en attendant, le chef de l'État fait une autre proposition. Il demande à la 8e législature de bien vouloir réviser les textes pour régler ces problèmes-là qui nous ont conduit à cette crise afin que, eh bien, vous puissiez prendre le train en marche, le train des prochaines communales. Non. Écoutez, nous ne sommes pas quand même des chrétiens dans le pays. Écoutez, il n'a pas le droit de penser que c'est ce qu'il veut qui va se passer dans ce pays. Il a été élu sur notre constitution qui ne respecte plus. Il dit, moi, j'ai déjà mon assemblée. Bon, je vais vous permettre maintenant d'aller aux élections communales. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est qui? Il est un citoyen comme nous. Et c'est nous qui l'avons mis là, sur la base d'un test. Il ne peut pas dire que c'est ce qu'il veut qui va se passer dans le pays. Ce n'est pas possible. Alors là, il va vraiment utiliser encore beaucoup son armée pour tirer sur les gens, parce qu'il n'a qu'à se préparer à tirer sur les gens. Non, mais vous n'allez pas menacer. Vous n'allez pas menacer d'ici. C'est quoi la menace? Non, mais pardon, c'est quoi la menace? Vous dites qu'il va utiliser son armée. Oui. Mais il a dit... Vous êtes prêt à en découdre, dites-vous? Ah oui, bien sûr. Oui, mais dites-nous, si vous n'acceptez pas ça, oui. Les élections communales, c'est dans quelques mois. Oui. Et vous savez comment on en est arrivé là, 6 mois avant, on ne peut pas toucher les tests. Est-ce que vous ne risquez pas de retomber, n'est-ce pas, dans les mêmes erreurs? Vous verrez bien assez tôt ce qui va se passer. Non, mais vous n'avez que ça à faire. Est-ce que ça fait... Déjà,
on souhaite que rien ne se passe. Hein. En tout cas, Soleil FM ne servirait pas à cela. Mais en même temps, vous avez promis, vous avez mis des comités de résistance de ceci, de cela. Il n'y a pas élection sans opposition. Vous avez souvent, comme dirait l'autre, voilà, promis, mais rien. J'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Nous ne nous attendions pas à un tel déploiement de violence dans notre pays. D'accord? Et maintenant, nous avons dit, nous sommes en face d'un régime fasciste, presque. Et en conséquence, les méthodes traditionnelles de lutte contre un régime, et ça ne peut plus marcher. Parlons de la 8e législature à présent. Est-ce que, pour ce que vous avez vu, les figures, notamment le président de l'Assemblée nationale, par exemple, est-ce qu'il y a quand même un début de réponse, un début d'apaisement par rapport à tout ce que vous revendiquez juste là? Vous le connaissez? Louis Vlavono, bien sûr. Vous le connaissez? Non, sûr. Je ne crois pas. Dites-nous, qu'est-ce que vous connaissez vous ne de le lui connaissez pas. qu'on ne connaît pas? Non, vous ne le connaissez pas. Parlez. Toutes les lois qui font problème aujourd'hui, c'est lui qui les a portées. Le gouvernement lui a remis ça pour le porter. Toutes les lois, dites-vous. Toutes les lois. Le système partisan, oui. Le retrait de grève, oui. Quel autre, je crois, c'est qu'il a la loi qui interdit qu'on parle et qu'on écrive. La loi qui interdit qu'on parle et qu'on écrive. Oui. Je ne me rappelle plus le titulé de cette loi-là. Bon. La loi sur... comment vous dites? Ah, d'accord. Le code de la communication. Le code de la communication. Oui, de l'information. Vous voyez, c'est lui qui les porte. Donc alors, le pouvoir qui est là, c'est que il est prêt à tout. Qu'il est prêt à tout faire. Quand on lui demande de faire quelque chose, il le fait. Est-ce que c'est gentil de parler ainsi de votre collègue, votre ancien collègue, Honorable Saka Fikara? Mais comment ça? Je ne dis que ce qu'il... Il n'a pas de personnalité, il n'est pas lui-même? Bon, je vais dire quelque chose. Je pense que certains amis ne seront pas fâchés contre moi. Vous savez comment il a été élu à la 7e législature? Vous ne savez pas. Dans la 21e circonscription, le parti qui était le plus en vue là, c'est le MADEP, n'est-ce pas? Qui était dans l'UN. Qui était dans l'UN, n'est-ce pas? Quand ils ont fait une réunion, ils ont trouvé que le président Idji était en difficulté dans la 22e circonscription. Et le président du MADEP, Fagbon, a dit, Idji a été président de l'Assemblée. Si je le laisse dans la 22e, il ne réussirait pas. Pendant ce temps, Amosso serait élu, Ngwedi serait élu, Nago serait élu, tous les anciens présidents de l'Assemblée seraient élus. Ce n'est pas bien que lui, il soit... il échoue. Et il lui a laissé sa place. Il est de Kétou. Il lui a laissé sa place. Et dans un premier temps, il a voulu être deuxième. Fagbon. Il lui laisse la première place dans la 21e et l'autre serait troisième. Et qui? Louis Vlavono serait troisième. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé. Toutes les scènes qui se sont passées. Mais ça n'explique pas le portrait que vous faisiez de lui. Bien entendu. C'est-à-dire que c'est un personnage, c'est un homme, quand il n'y a pas son intérêt, quand
il vient dans une réunion, c'est son intérêt d'abord. Sinon, il menace. Donc, alors, à partir de cet instant, le président Gbagbo a dit, moi, je vais aller, alors, je vais quitter. Il est parti dans la 22e, qui n'est pas sa circonscription, et il s'est mis en deuxième position. Il n'y a que 2 députés là. Il s'est mis en deuxième position. En ce moment-là, il y avait 2 ministres à Kétou. Lorsque vous avez été élu dans ces conditions, par chantage... Non, mais ce que vous dites est très discutable, puisque ce n'est pas facile non plus, à commencer par vous, d'accepter qu'on débarque quelqu'un d'une circonscription, une autre circonscription, qu'on vienne vous chipper votre place, humainement. Mais c'est un parti. Il faut se faire des concessions. Et pourquoi c'est... Le fief de la 21e appartenait à quelqu'un, c'est quelqu'un qui travaillait là, du jour au lendemain qu'on dise qu'on va amener quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Gbagbo l'a fait? C'est son choix. C'est lui qui a librement choisi. Ah, mais c'est un parti. On va pas, mais je ne trouve pas que ce que vous dites justifie exactement le portrait que vous aviez commencé à faire. Non. Ça veut dire que il accepte tout. Quand on lui a donné, s'il vous plaît, quand on lui a donné les différentes lois là, il aurait pu les lire et trouver les points d'achoppement et dire, ah, ça ce n'est pas bien. La preuve, c'est que quand ils ont voté ces lois-là, l'ancienne Cour constitutionnelle les a rejetées. Et c'est la Cour de Diogbenou qui est venue pour s'auto-saisir. Pour s'auto-saisir. Alors c'est ça le problème. Pour s'auto-saisir, je ne sais pas si c'est permis à la Cour de s'auto-saisir d'un dossier pour revenir sur la décision que l'autre cour a prise. À partir de cet instant-là, moi, ce que je n'accepte pas chez lui, c'est que il accepte de prendre toutes les responsabilités conflictuelles. Donc, de ce pays. Aujourd'hui, il n'a rien à espérer non plus de son leadership. C'est parce que le président Talon et ceux qui l'entourent savent que c'est la personne idéale qui ne refuserait rien. Il ne contesterait rien. Donc on ne peut rien attendre d'un homme comme ça. Puisque il a porté toutes les lois conflictuelles qui nous ont poussés aujourd'hui dans le gouffre. Si c'est la récompense, parce que personne ne l'attend là. C'est la récompense qu'on lui a faite, parce qu'il accepte tout ce que le gouvernement lui demande de faire. C'est ça le problème. Si vous pensez que il va faire autre chose que ce que veut le pouvoir exécutif, vous vous trompez. L'avenir nous le dira. Mais oui. Est-ce que les temps ne s'en vont pas se compliquer pour l'opposition avec cette allure, ce refus de dialogue et ces menaces à peine voilées? Est-ce que vous ne risquez pas d'être de plus en plus convoqué au commissariat, d'être entendu par la police, par exemple? Mais pourquoi j'aurais peur d'être convoqué, qu'on me mette en prison? Ce ne serait pas la première fois. Ce ne serait pas la dernière fois non plus. Tel que vous êtes visiblement engagé, on n'a pas l'impression que cette détermination habite les autres. Bien entendu qu'il faut que... C'est parce que nous considérons, nous sommes un certain nombre, que nous avons œuvré pour beaucoup de risques pour que nous ayons les événements de la conférence nationale. Il y a un certain nombre devant nous, des gens mouraient, personne ne sait ça.
ce que nous avons fabriqué. C'est pourquoi beaucoup de gens sont morts devant nous, et qu'un gouvernement vienne et détricote ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et puis, que le gouvernement vienne et fasse peur à tout le monde, nous sommes un certain nombre, nous ne pouvons pas l'accepter. Mais pour l'instant, votre imagination n'est pas assez fructueuse, en tout cas pour nous sortir ou pour sortir un certain Boni Haït d'affaires, par exemple, juste là. Oui. Vous voyez, tout le monde comprend quel est le but du président Talon aujourd'hui. Dès qu'il sait que l'homme le plus dangereux pour son régime, c'est Yahi Boni. Et en quoi Yahi est dangereux pour lui? Yahi Boni est dangereux pour lui parce que Yahi Boni est populaire. C'est tout? Ah oui. Il n'aime pas les gens populaires. Mais il y a des artistes qui sont aussi populaires. Les artistes ne font pas la politique. Il y a des sportifs qui sont aussi populaires. Nous sommes en politique. Vous savez bien, vous dites ça pour me contrecarrer un peu peut-être. Et il le sait. Il sait que Yahi Boni est populaire. Mais en l'embastillant, en l'enfermant chez lui, il le rend plus populaire. Et il se fait beaucoup de tort sur le plan international. Parce que personne n'accepte ce qui arrive à Yahi Boni. En réalité, ce n'est peut-être pas parce que Yahi Boni, comme vous dites, plutôt populaire, représente une menace pour lui, pour la paix. Pour sa stabilité peut-être. Pour sa la stabilité. stabilité de son régime. Pour sa stabilité. Sinon, ce qui menace le régime de Talon, en fait, ce n'est pas Yahi Boni. C'est sa propre politique, sa propre conception du pouvoir, qui est complètement anachronique par rapport à ce que nous vivons dans ce pays depuis 30 ans. C'est sa propre politique. Imposer que ce soit son seul parti qui aille aux élections législatives. Mais c'est trop gros. Nous sommes le 26 mai aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que depuis plus de 25 jours, Patrice Talon, Yahi Boni n'est pas sorti de sa maison. Non, il n'est pas sorti de chez lui. Il y a des militaires partout. Partout. Et personne ne peut avoir accès à son domicile. Au départ, nous sommes allés là. Parce que moi, je voulais vérifier une rumeur qui dit que le président Talon demande à tout le monde de lui dire de partir en exil, qu'il ne veut pas le voir au Bénin, qu'il aurait demandé ça au président de la sous-région. Et donc alors, avec des amis, nous sommes allés là, j'ai dit, bon, mais, monsieur le président, il paraît que le président Talon a demandé à certains présidents de la sous-région que la seule alternative pour toi, c'est d'aller de t'exiler. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit oui. Certains présidents l'ont appelé pour lui dire, bon, voilà la condition que le président Talon pose. Il faut que tu le laisses tranquille en t'exilant. Alors, c'est extrêmement grave. Parce que, vous savez, peut-être que vous êtes très jeune, en 90, ce qui est contenu, les points essentiels de notre Constitution, c'est d'éviter
tous les malheurs que le régime du PRPB a posés au pays, dont le fait d'envoyer les gens en exil. C'est pourquoi notre article 16 de notre Constitution l'interdit formellement. Nul ne sera contraint à l'exil. Et pourquoi le président Patrice Talon veut contraindre Yahi Boni à l'exil? S'il n'est pas à l'exil, il reste en prison chez lui. Mais c'est inadmissible. Mais on ne peut pas accepter ça. Même ceux qui défendent aujourd'hui le régime en place chez nous, ils n'ont qu'à savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'aucun régime n'est éternel. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Tous les maux que nous avons vécus sous le PRPB, nous avons inscrit cela dans notre Constitution pour que cela n'arrive plus jamais. Et pourtant, malgré ça, le président Talon veut contraindre l'ancien président Boni Yahi à l'exil. C'est inadmissible. Parlons, disons un mot donc de ces généraux rétrogradés cette semaine. Comme je disais, certains l'interprètent comme un des dégâts collatéraux donc, de cette crise. Est-ce que vous êtes également de cet avis? Non. J'avoue que je ne connais pas ce volet très bien. Tout ce que je peux dire, c'est ceci. Quand on avait promu, surtout Rondeyon Philippe, au grade de général, celui qui était plus gradé que lui et qui était dans la police, il s'agit de Stanislas Alfred Sohou. Il était venu, même sur les télés, pour dire toute sa hargne, que c'était une injustice qui était faite pour lui. Et en ce moment-là, je me rappelle, nous nous sommes posé la question, et ce qui était écrit par ceux qui étaient proches du régime de Yahi en ce moment, c'était que c'était une nomination exceptionnelle. Est-ce que ça existe dans les tests de la police? Ça, je ne sais pas. Et puis, ce qui arrive à ces deux généraux aujourd'hui, moi, je vais vous dire ceci, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Mais plutôt chaud, parce que avec la répression que comment il s'appelle, le chef des policiers d'aujourd'hui, Nokpe, cette répression qu'il a faite, c'est comme si la nature, le sang qu'il a fait couler, l'âme de ce qu'il a fait tuer. Là, vous parlez de quelle répression? Du 1er au 2, non? Bien sûr. Puisqu'il a assumé ça, non? On a dit que c'est l'armée qui était aux commandes, non? Oui, c'est l'armée. Il n'est pas de l'armée, lui. Il n'est pas de l'armée. Il n'est pas de l'armée, mais il est la colonne vertébrale du système de répression, non? Quand vous êtes chef de la police, vous êtes ça. De toutes les façons, personne ne pleure ce qui lui arrive. Attention à votre déclaration, vous pouvez être écouté demain par la CPI. Non, non, je dis ceci. Quand il est la colonne vertébrale de la répression chez nous. En quoi la CPI se mêle à ça? Non. Oui. Non, je ne connais pas bien ce dossier-là, mais je ne suis pas très fâché de ce qui lui arrive. N'est-ce pas? Ouais.
Ok, nous allons à présent laisser les auditeurs nous appeler au numéro qu'ils connaissent 64 44 02 44 ou le 66 115 72 72 et nous avons déjà notre tout premier auditeur, M. Sanchez. Bonjour. Bonjour Virgile. Oui. Bon retour à toi. Merci, M. Coton. Ah bon. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et vous avez tout à l'heure décliné les préalables de l'opposition pour saisir la perche tendue par le président Patrice Talon, qui porte entre autres sur 3 points, à savoir l'annulation du scrutin du 28 avril dernier, l'élargissement de tous les prisonniers d'opinion et la prise d'une loi d'amnistie pour favoriser le retour au bercail des exilés politiques. Cette loi en question, quel est le Parlement qui doit la voter? Première question. Deuxième élément, dans le préambule de notre Constitution, il est clairement écrit, et entre autres, plus de confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Or, c'est de cela qu'il est question maintenant. Ce à quoi nous sommes véritablement confrontés, c'est le pouvoir, c'est la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Pourquoi n'avez-vous pas élu une telle exigence au rang de vos préalables? Pour finir, à peine que vous ayez accepté d'éprouver la déclaration du garde des Sceaux, selon laquelle le président Boni Yahi n'est pas en résidence surveillée et qu'il lui est loisible de recevoir qui il veut, de sortir de chez lui comme il lui semble, que déjà, le matin, le dispositif sécuritaire existant a été corsé. Ne croyez-vous pas qu'il y a une taupe en votre sein? J'en ai fini. Merci à vous, Jean Coton. Nous prenons le deuxième auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigile. Bonjour. Valentin Ayonou, en directeur de Thionville. Maintenant, nous ne plus au Bavada. Moi, je voulais demander à l'invité, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Comment il s'appelle? Valentin Ayonou. Valentin Ayonou. Oui. Valentin Ayonou, en directeur de Thionville. Vous me suivez? Oui. Je demande à votre invité, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'opposition participe activement aux élections prochaines pour rattraper le vide que nous avons créé? C'est toute mon interrogation de ce matin. Je vous remercie. Merci à vous, Valentin Ayonou. Troisième auditeur, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Eugène Ewagnon. Honorable, bonjour. Bonjour. Je voudrais m'assurer, avec tout le respect que j'ai pour l'honorable que vous êtes, si vous êtes sérieux. Sérieux quand je vous entends faire une liste qui pour moi est comique. Comment vous pouvez demander le retour des exilés, la libération des détenus politiques et ci et ça avant d'aller à une table de négociation? Ce n'est pas sérieux, vous nous connaissez? Vous savez que nous, ces gens de préalable-là, nous marchons là-dessus. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, vous connaissez aussi, en matière de culture, que vous placez ça, je poursuis. Deuxième inquiétude, honorable. On a demandé à quelqu'un à partir, mais si des personnes, pour des mesures propres à eux, ont décidé de partir, on va les retenir. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous êtes rendu à la convocation? Mais vous avez dit, je vous ai entendu, vous n'avez rien à vous reprocher et que vous les connaissez tous. Merci, honorable, pour votre sérieux, au moins pour ce côté. Troisième, pour finir, honorable, nous sommes dimanche, c'est la fête des mères. Vous pensez aussi comme moi que nos mères représentant la force, la puissance, en ce moment, une mère a pu adresser un courrier à une autre mère pour qu'elle puisse laver la cervelle à son papa époux. Vous pensez que c'est bon? Moi, je vous dis tout de suite, c'est merveilleux. Et je dis bravo à cette maman.
Et à votre épouse, je lui souhaite une bonne fête de maman. Bon dimanche. Merci d'être passé. Nous prenons le 4e auditeur. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas là. Nous allons chercher alors sur la seconde ligne. Bonjour. Monsieur Vivier. Oui, bonjour. Oui, mon cher Honorable, bonjour à vous. Oui, vous êtes Emmanuel Abressi, je vous appelle d'Abani Lamé. Merci. Nous avons écouté l'honorable. Est-ce que tout ce qu'on demande pour aller à la table de négociation actuellement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que le président va accepter cela? Organiser une autre élection, est-ce que c'est possible? Demander que ceux qui sont à l'extérieur en exil doivent revenir, qui sont ceux qui devaient voter cette loi-là, si ce n'est pas les députés. Est-ce que les députés de la 7e législature vont revenir pour voter cette loi-là? Ou bien c'est ceux qui sont là qui vont voter maintenant des lois pour permettre à tout le monde, d'aller aux élections inclusives? Ce que moi j'aimerais demander, malgré tout, il n'y a pas de solution. Maintenant, il faut que l'opposition maintenant reste en rang soudé pour des prochaines élections à organiser. Parce qu'on a constaté une division dans le rang de l'opposition. Ils ne s'attendent pas. Nous voulons qu'ils s'attendent, qu'il soit une forte opposition. Merci beaucoup à vous. Très bon dimanche et bonne fête des mères. 5e auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour l'honorable, on m'appelle quelqu'un Robert depuis Fagne. Et l'honorable vient de nous dire tout à l'heure que monsieur Flavonou est préoccupé par son intérêt. Je suis d'accord avec lui puisqu'il est de ma commune. Je voudrais vous dire, est-ce que la 21e circonscription électorale, en général, d'une part et d'autre part aussi, la commune du Fagne peut attendre mieux de lui? Première question. Deuxième question, avec la main tendue du chef de l'État, est-ce que les autres partis comme Ongwegi, le parti de M. Ongwegi, Adidoude, font partie aussi de cette main tendue de l'opposition pour dimanche dominical? Merci à vous. Nous allons prendre le 6e et tout dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Sébastien Yonhosso. Je salue votre invité et Vigile Amassé, je vous souhaite bon retour. Merci Sébastien. Et s'assurer votre retour, c'est bien assuré quand même. Merci. Ok. Et chers invités, je vais vous poser ma première question. Est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement vit qu'il est impopulaire, mais voulant coûte et coûte réviser la constitution béninoise, sachant qu'il organise une élection inclusive, n'aura pas les 3 quarts des députés que prévoit l'article 154 de notre constitution, qu'il passe par le mur pour rentrer dans une maison alors que les portes sont grandement bel et bien ouvertes? Et deuxième question, de quelle main tendue le pouvoir parle? Est-ce que ce n'est pas une manière de renier une fois encore l'opposition, comme quoi nous avons déjà fait ce que nous voulons, vous prenez ces bonbons et calmez-vous? Parce qu'on a déjà vu, et pendant les grèves, le clergé était parti, et chaque fois, quand il a quelque chose, il invite les gens, et on ne donne jamais une satisfaction à ce que ceux qui sont venus vers lui, c'est toujours ce que le pouvoir veut qu'il fait. Est-ce que ce n'est pas une manière encore pour vous renier? Pour finir, je vous demande de l'opposition de changer de stratégie de lutte, car on comprend maintenant que ce pouvoir, s'il vous dit que c'est noir, sachez que c'est du rouge. Donc, si vous montre quelque chose, sachez que ce n'est pas ça là on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est encore derrière. Mais je vous connais stratège, parce que vous êtes tous des anciens, vous avez fait votre preuve au Bénin ici. C'était Sébastien Yonhosso, merci et bonne émission à vous. Merci. Nous revenons donc dans ce studio. La question est revenue et est souvent revenue. Sakafika, est-ce que vous n'avez pas de taupe parmi vous dans l'opposition? Écoutez, dans tous les régimes cherchent toujours à infiltrer l'opposition. Ça, c'est pas une chose nouvelle. Non. On a l'impression que c'est l'une de vos grosses faiblesses. Oui, absolument. Oui, absolument. C'est une
c'est une faiblesse. Et vous avez parlé, au cours de l'émission tout à l'heure, que l'opposition n'est pas unie, tout ça là, ceci, tout, et que c'est vrai, nous avons un problème de sincérité des hommes qui sont avec nous. Mais j'ai fini par me construire une conviction au cours de ma carrière politique. Et ce qui joue au mouchard, je dirais, dans les organisations politiques, ce qui joue les mouchards pour le compte du régime, ils finissent toujours par être découverts et on les pointe du doigt. Ce problème de taupe est un problème très, très, très sérieux. Je peux vous le dire. Et aujourd'hui, plus qu'hier, lorsque vous parlez avec quelqu'un qui veut vous espionner, il dépose, vous parlez librement, vous croyez que c'est un homme qui est avec vous, il dépose son téléphone là, il enregistre tout. Et quelque temps après, ce que vous avez dit avec lui, ça sort dans les girons du régime. Et si vous vous réunissez, si vous réfléchissez, vous savez exactement qui a fait ceci. Je veux dire à M. Coton que... Oui, mais justement, est-ce que votre défaut, ce n'est pas d'avoir de stratégie pour détecter également cette eau? Oui, on les détecte. Vous êtes sûr que vous avez des noms? Non, je ne dis pas de citer ces noms ici, mais on n'a pas l'impression que vous débarrassez vraiment de ça. On a l'impression que vous en avez souffert durant tout le temps. Oui, on sait. On connaît certains, on s'est débarrassé d'eux. Et lorsque vous êtes à un certain niveau d'organisation de l'opposition et que vous détectez qu'il y a des taupes, qu'il y a des gens qui vous espionnent, vous êtes obligé de tout reprendre. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que nous avons laissé les gens aller s'installer à la 8e législature et que on n'a pas l'impression que nous sommes organisés. Quand j'ai dit tout à l'heure que nous devons changer notre méthode de lutte contre ce régime, il y a ça là aussi. Parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance, à part un certain nombre de gens très déterminés. Mais ceux qui font ça, ils reçoivent toujours le prix de leur forfait. Nous connaissons un certain nombre. Nous les écartons. Mais on ne peut pas se passer de ça. Ça existe partout. Bon. Quel parlement va voter la loi d'amnistie que vous appelez, parmi les préalables que vous avez cités, le 3e, je crois? C'était une question de Jean Pouton. Quel parlement va voter? Non. Nous ne reconnaissons pas le parlement. Donc, on ne discutera pas avec le parlement. Il faut que ce soit clair dans la tête de nos auditeurs. Au plus, ce parlement-là est un parlement conseil d'administration du président Talon. Vous savez bien que si nous sommes dans un pays de démocratie, il n'est pas possible qu'un parti unique
aille aux élections. Donc, nous ne reconnaissons pas. Il y a dans la Constitution beaucoup de dispositions qui permettent au président de prendre toutes les mesures sans passer par le Parlement. Il y a dans notre Constitution beaucoup de dispositions. Quelle est la disposition de la Constitution qui permet de se passer, de défaire ce Parlement? Comment ça? Même avant les élections. Est-ce que la dissolution de ce Parlement est possible à travers des mesures de la Constitution? On ne parle pas à partir de... Bien sûr. Qu'il soit pas légitime, c'est un autre débat, mais c'est un Parlement légal. En quoi c'est légal? N'est-ce pas l'application des lois qu'on a mis en place? Non. Non. Vous savez, il y a 2 élections. Dans notre Constitution, il y a 2 élections nationales. 2. Et c'est les élections présidentielles et les élections législatives. Même si les élections législatives, chacun élu dans sa circonscription, il est un élu national. Pourquoi on a demandé, on a exigé, la Constitution a exigé un deuxième tour pour l'élection présidentielle, dès lors qu'au premier tour, il n'a pas eu 50%. Pourquoi? C'est parce qu'on sait que comme il représente toute la nation, pour qu'il soit véritablement un président de la République, il faut que la moitié des citoyens aient voté pour lui. Lorsque nous sommes allés aux élections législatives, même en acceptant le taux donné par la Cour constitutionnelle, 27% ou bien 22% pour la Sénat, celui qui est élu avec 27%, il ne peut pas dire que je suis un élu national. Et puis, chacun comprendra ça, chacun interprétera ça comme il veut, mais c'est déjà passé dans notre pays une fois. On a été à une élection et le président a été élu avec, je crois, 28%. Oui. Et après discussion, on a dit, on ne peut pas avoir 28% et dire qu'on représente tout le peuple. Donc, l'ensemble du Parlement actuel ne représente que 27%. Et veut quand même... Oui, mais par quel mécanisme le Parlement d'aujourd'hui devrait pouvoir s'effacer? Le Parlement devra s'effacer si nous avions une Cour constitutionnelle qui n'est pas une chambre de l'exécutif. La Cour constitutionnelle pouvait prendre une décision de ce genre. Mais... Ah bon, vous pensez que la Cour peut dissoudre le Parlement? Bien sûr. Bien entendu. Après avoir reconnu les résultats. Oui, mais c'est ce que je dis. J'ai dit une Cour qui n'est pas scotchée à l'exécutif. Oui, mais à l'état actuel des choses, oui. Puisque vous dites que la 8e législature n'est pas reconnue par vous et n'est pas un Parlement, qu'est-ce qu'on devait faire alors? Qu'est-ce qu'on devait faire légalement pour ne pas avoir, pour dissoudre ce Parlement? Mais c'est ce que je vous dis. Moi, je pense que dans le cadre des discussions de la soi-disant main tendue du président, nous exigeons qu'on reprenne les élections. Et rien ne vaut pour l'heure actuelle, pour l'unité nationale. Rien ne vaut, aucun sacrifice ne peut être trop grand. Dites-nous, il y a Jean Poton qui vous fait une suggestion, désormais
prendre au titre des préalables, parler donc de la confiscation du pouvoir par un groupe, je crois que c'est bien ce qu'il dit. Oui. Et Valentin Ayonou qui parle de que faire pour participer aux prochaines communales. Pour participer Oui, aux il dit prochaines... que sa préoccupation à lui, c'est vite se mettre en règle, en tout cas arranger les choses pour participer aux prochaines communales, pour ne pas laisser le pouvoir actuel seul aller à ces élections encore une fois. Bon. Nous disons ceci pour que chaque citoyen le sache. La main tendue que le gouvernement veut nous faire, c'est un piège que nous exigeons. Ce que nous exigeons, nous l'avons dit. Maintenant, nous sommes dans un... Les jeunes doivent savoir ceci. La politique, ce n'est pas seulement dire je veux être candidat à ceci, je veux être candidat à ceci, je veux être candidat à cela. Il va falloir qu'on se batte. Il va falloir qu'on se batte pour que le président de la République et tout son régime cèdent, comprennent que le pays est en danger et que pour retrouver l'unité nationale, pour retrouver tous les fondamentaux de la conférence nationale, il faut absolument que ces élections-là, les élections législatives, soient remises en cause. Moi, je ne donne pas comme quelque chose de fondamental les autres élections. Non. Moi, ce que nous voulons, nous l'avons dit. Si le président veut écouter ceux qui parlent des élections, là, ce sera la même chose. Si les problèmes ne sont pas résolus, ce sera la même chose. Pour n'importe quelle élection, ce sera encore pire. C'est que les élections qui viennent là, ces élections-là, seront rejetées par le peuple encore. Ça, c'est clair. Ce sera encore beaucoup plus grave. Honoré Sakap Chikara, on arrive au thème de cette émission. Oui. Oui. On est à la fin de l'émission. Ah bon, il est l'heure. Bon. Oui, ça va vite. Vous voulez quoi encore? Il y a des gens. Est-ce possible une élection nouvelle? Bon, c'est toujours la même chose. Même question, ouais. Sauf Ifani, est-ce qu'on peut attendre mieux à Ifani maintenant? Je trouve que ça, c'est pas une question qui vous concerne directement. Bon. Oui. Moi, ce que je veux dire pour finir, c'est ça que vous voulez? Bien sûr. Ouais. Je veux dire à la jeunesse, aux jeunes qui nous écoutent, qu'ils sont grandis dans la liberté, ils ont grandi dans la démocratie, ils ont grandi dans le respect des droits de l'homme, et que ce régime, maintenant, ne respecte rien que cela. Ils ont aussi grandi dans le fait que la politique, c'est seulement, il faut aller aux élections pour être élu. Mais je voudrais leur dire aussi qu'ils ont une chance aujourd'hui devant la situation actuelle où notre démocratie est complètement dévoyée. Ils ont une chance aujourd'hui devant notre constitution qui n'est pas respectée. Ils ont une chance aujourd'hui parce que les libertés ne vont pas se préparer à l'autre frange de la politique. Ça veut dire le combat pour la démocratie. La politique, demain, ceux qui auront fait leurs armes dans la défense de la démocratie, ceux qui auront fait leurs armes dans le combat pour les libertés,
ceux qui auront fait leurs armes dans le combat pour l'instauration, la réinstauration de notre démocratie, ceux-là, ils auront une avance sur les autres. Ce n'est pas seulement je suis candidat pour telle chose. Merci à vous, honorable Saka Fikara. Merci aux amis auditeurs d'avoir été là. L'émission sans langue de bois de ce jour, c'est ainsi terminé avec Mohamed Liamini à la technique. Dimanche prochain, nous nous retrouvons pour un autre numéro.